Bonjour à tous et à toutes. Donc nous allons réaliser aujourd'hui la troisième capsule concernant les violences sexuelles. Alors cette capsule, elle va aborder un certain nombre de choses qui vont se situer dans le domaine des chiffres, donc c'est un petit peu les statistiques, des clichés et du déni. Nous parlerons aussi des victimes, femmes, hommes et enfants, et un petit peu des auteurs. Donc c'est une capsule assez généraliste. Alors les viols et les agressions sexuelles sont des atteintes aux personnes qui sont très très graves. Les viols, on l'a dit dans la précédente, relèvent du crime et les agressions sexuelles du délit. Mais au-delà de ça, c'est une véritable effraction du corps de l'autre, mais aussi de son âme, de son esprit, de sa psyché. Donc c'est une infraction terriblement dévastatrice pour les victimes. Et cette infraction, elle fait l'objet d'une grande tolérance par notre société, d'une omerta profonde, c'est-à-dire on n'en parle pas, et d'un déni qui est scandaleux. Le déni, c'est quand on ne peut pas voir les choses. Je vous donnerai un petit peu plus tard la définition du déni qu'a fait Édouard Durand. De plus, on le voit quand ils sont poursuivis, les agresseurs bénéficient quand même d'une grande indulgence de la part de la justice, voire d'une impunité totale, puisqu'on a un nombre de classements sans suite qui sont effarants. Alors je vais commencer par évoquer avec vous l'enquête Ipsos de 2019 qui avait travaillé sur vraiment les stéréotypes sexistes qui sont tenaces dans notre société et l'image que les gens avaient, autant des auteurs que des victimes. Et pour les premiers, donc, qui allaient vers une grande indulgence, comme je l'ai dit, et une forte déresponsabilisation des auteurs. Cette méconnaissance de la réalité des violences sexuelles, de leur prévalence dans notre société, c'est-à-dire la fréquence qu'elles ont dans notre société, le fait qu'elles touchent un maximum de personnes, on va le voir à travers les chiffres que je vais vous donner, et puis d'une législation qui est très timide, on fait toujours du saupoudrage, et tout cela renforce les lourdes conséquences des violences sexuelles sur l'état de santé des victimes. Ça fera l'objet d'une capsule suivante, mais c'était quand même important de le placer ici. Alors l'enquête Ipsos de 2019, elle avait plusieurs items et je vais commencer par le premier, la méconnaissance de la définition légale du viol. Donc aujourd'hui, vous la connaissez puisque dans la dernière capsule, on a parlé de tout ce qui est légal et des définitions. Eh bien, un Français sur 4, donc c'est-à-dire pratiquement 25%, 24 sur leur sondage, un Français sur 4 considère que forcer une personne à faire une fellation n'est pas un viol, mais une agression sexuelle. Obliger quelqu'un à faire une fellation, c'est un viol. Un Français sur 4 encore considère que réaliser un acte de pénétration avec le doigt sur une personne qui le refuse n'est pas un viol. La pénétration digitale, c'est du viol. Il y a pénétration, que ce soit dans l'anus ou dans le vagin. 15% des Français estiment qu'il n'y a pas de viol lorsque la personne cède quand on la force. Alors ça fera aussi l'objet d'une prochaine capsule sur le comportement de la victime au moment de l'agression et pourquoi souvent elle ne prend pas la fuite, elle n'appelle pas au secours, elle ne se défend pas, etc. Donc bien évidemment que c'est pas parce que la personne finit par lâcher l'affaire, qu'elle se résigne, qu'elle est d'accord. Pas du tout, du tout. Ça on le verra plus tard.
21% des Français et Françaises, tout le temps, estiment que forcer sa conjointe à avoir un rapport sexuel alors qu'elle le refuse n'est pas un viol. Eh bien si, depuis 2006, le viol entre époux, entre conjoints, compagnons, etc., est prévu dans le code pénal. La jurisprudence, d'ailleurs, l'appliquait, ce principe, depuis 1990. Et enfin, en 2006, le code pénal le prévoit de façon automatique. Il était temps. Donc ça, c'était le premier item. Le deuxième item, c'est les stéréotypes sexistes qui perdurent. Alors, nous avons donc en 2019 60% des Français et Françaises qui estiment que les hommes ont une sexualité plus simple que les femmes. Donc les femmes sont plus compliquées, les hommes sont plus simples. D'accord, ok. Voilà, c'est du sexisme. 57% des Français ou Françaises considèrent qu'il est plus difficile pour les hommes que pour les femmes de maîtriser leur désir sexuel. Donc là, on voit un petit peu le côté bestial de cette croyance. Et donc, il y en avait quand même 57% qui pensaient que c'était plus dur pour un homme de se contrôler que pour les femmes. Ok ? 78% des Français, 78% des Français ou Françaises estiment que de nombreux événements sont ressentis comme violents par les femmes alors qu'ils ne le sont pas par les hommes. Alors je sais pas, mettre la main aux fesses d'une femme, visiblement pour nous c'est violent, peut-être que pour les hommes ça l'est pas. J'ai des doutes. Regarder à son insu un homme ou une femme sous la douche, je pense que c'est violent pour les deux. Enfin voilà, je pense que c'est pareil. Voler un baiser, que ce soit un homme ou une femme, je pense que personne adoptée qui défend son intimité, ça va la choquer qu'elle soit homme ou femme. C'est quand on ne défend pas son intimité qu'il y a problème. C'est là où il y a problème. Et c'est là où il faut chercher pourquoi. 26% des Français ou Françaises considèrent que dans le domaine sexuel, les femmes savent moins bien ce qu'elles veulent que les hommes. Parce que quand tu dis non, en fait tu dis oui. Ça on le verra plus tard. C'est encore une pensée qu'ont un certain nombre de personnes. Quand une femme dit non, en fait c'est qu'elle dit oui. Ouais, d'accord, ok. C'est tellement facile. Alors, il y avait en 2019 une forte adhésion à la culture du viol. Alors, ça veut dire quoi ça ? Par exemple, 17% des Français ou Françaises considéraient que beaucoup de femmes qui disent non, tiens on y était, à une proposition de relation sexuelle, veulent en fait dire oui. Voilà, il suffit que tu ailles en boîte de nuit avec une mini-jupe, très maquillée, et puis que tu boives un verre avec un inconnu, voilà, il y en a, ils estiment que en fait, si tu dis non, tu veux dire oui, mais tu le sais pas, tu le sais pas. Donc 17%, ça fait quand même beaucoup. 42% des Français ou Françaises estiment que si la victime a eu une attitude provocante en public, cela atténue la responsabilité du violeur. C'est extraordinaire. Donc on n'a pas le droit de danser, de se déhancher, on n'a pas le droit de sourire à un inconnu. Vous savez, il y a des gens, mais elle m'a souri, donc voilà. En fait, on n'a pas la même définition de qu'est-ce que c'est qu'une attitude provocante. 18% des Français ou Françaises jugent que lors d'une relation sexuelle, les femmes peuvent prendre du plaisir à être forcées. Vous vous rendez compte ? Plaisir forcé. Donc il y a quand même une grosse contradiction dans le terme plaisir et être forcé. On prend du plaisir à être forcé. Donc là aussi, 18% c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. 32% des Français ou Françaises pensent qu'à l'origine d'un viol, il y a souvent un malentendu. Évidemment qu'il y a un malentendu. Non mais, combien ? 32%. Mais enfin les gens, vous avez la tête sur les épaules là ? Les gens qui osent dire ça ? Un malentendu qui finit par un viol criminel ? On devrait dire aussi que
32% des meurtres, ça démarre par un malentendu. C'est pareil. Hein. Oh, c'est quand même dingue. Hein. On est loin de l'élément matériel de l'infraction qui est l'intention de le faire. Hein. Intention de commettre le viol. Hein. Je commets le viol parce que je sais que l'autre ne veut pas. Hein. Et c'est pas parce que cette dame elle a une mini-jupe ou qu'elle a bu un petit coup et qu'elle me sourit que pouf, elle doit passer à la casserole. Hein. Je vais commettre un viol si je fais ça. L'item suivant, c'est la méconnaissance des statistiques du viol. Donc plus d'un tiers des Français et Françaises considèrent que c'est après 18 ans qu'un viol a le plus de risques d'intervenir. Donc on va voir tout à l'heure que ce n'est pas vrai. Plus d'un Français sur deux considère que c'est dans l'espace public que l'on court le plus de risques d'être violé. Ce n'est pas vrai. Donc plus d'un Français sur deux, ça fait plus de 50%. Ce n'est pas vrai. Hein, 80% quasiment des viols sur les enfants sont incestueux, c'est dans la famille. Hein, on le verra un peu plus tard sur cette capsule. Et puis beaucoup de femmes, je crois que c'est un tiers des viols sur des femmes sont commis dans le cadre du couple, donc par le conjoint. Ensuite c'est par le collègue de travail ou en milieu associatif, donc c'est des gens qu'elles connaissent. 91% des Français et Françaises pensent que les condamnations pour viol ont augmenté en France, c'est-à-dire qu'on condamne plus, hein, qu'il y a plus d'auteurs qui sont condamnés. Ce n'est pas vrai, on est toujours à plus de 80% de classement des plaintes qui sont prises. 69% des Français estiment que les victimes de viol portent plainte dans un quart des cas. On a moins de 10% des victimes de viol qui déposent plainte. Donc on en est quand même loin. Les victimes de viol sont de plus en plus mises en cause, toujours dans cette enquête de 2019. Pour 42% des Français et Françaises, cela atténue la responsabilité du violeur si la victime a eu une attitude provocante en public. Ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour 31% des Français et Françaises, une victime est en partie responsable si elle a déjà eu des relations sexuelles avec le violeur. Bon, donc ça veut dire que là, pour 31% des Français, le viol n'existe pas hein, dans le couple, hein, puisque le conjoint, c'est quand même la personne avec qui on a régulièrement des relations sexuelles. 37% des Français et Françaises considèrent que les victimes accusent souvent à tort par déception amoureuse ou pour se venger. Là, c'est dramatique. C'est dramatique. Il y a moins de 1% des plaintes qui sont mensongères. Moins de 1%. Donc on est vraiment loin de cette affirmation de 37% des Français et Françaises. Et en fait, 27% des Français et Françaises qui pensent que beaucoup de viols ayant fait l'objet de plaintes n'en sont pas en fait. Donc là aussi, on est sur de l'exagération, du mensonge, etc., etc. Alors, sur l'enquête impact des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, c'est une série de statistiques donc, faites par l'association Mémoire traumatique et victimologie en 2015. Donc on a 78% des victimes qui déclarent avoir déjà eu des idées suicidaires, 78%. 42% des victimes ont fait au moins une tentative de suicide. 50% des victimes ont développé des conduites addictives, donc les stupes, les médicaments, l'alcool. 50% des victimes ont traversé au moins une période de grande précarité et de marginalisation. Donc là aussi c'est énorme, 50%, c'est 1 sur 2. Donc l'impact des violences sexuelles, et ça on n'a encore pas touché à la santé. C'est énorme. Alors moi, il y a une phrase qu'on voit régulièrement dans les manifestations sur les violences sexuelles qui me plaît beaucoup. C'est celle qui dit « Le viol concerne la violence, pas le sexe. Si tu te prends un coup de pelle, t'appelles pas ça du jardinage. » Donc ça, c'était notre première série de chiffres et par rapport donc aux clichés qui quand même prévalent dans notre société.
Alors là, je suis allée chercher un article du Point du 25 novembre 2010, donc c'est assez vieux, hein, mais il établissait, à partir d'une enquête faite auprès d'associations féministes, Oser le féminisme, le collectif féministe contre le viol et le collectif mixte cité, eh bien, il constatait qu'une femme, dans notre pays, une femme est violée toutes les 7 minutes, soit 75 000 victimes par an. 75 000 femmes par an sont victimes de viol en France, soit une toutes les 7 minutes. Dans 8 cas sur 10, l'auteur est connu de la victime, et dans 50% de ces cas, c'est un membre de la famille ou de l'entourage proche. L'entourage proche, c'est parmi les amis de la famille ou de la famille un peu éloignée, les grands cousins, etc., etc. Et on a quand même donc un tiers, ce que je vous disais il y a un moment, des viols qui sont commis au sein du couple. Et souvent, évidemment, dans un couple où il y a des violences conjugales. De toute façon, le viol, c'est une violence, hein, donc on est sur la violence sexuelle conjugale. Le viol repose sur le mythe d'une sexualité masculine irrépressible et incontrôlable. Donc là, on est quand même sur une image de l'homme qui a un sexe à la place de son cerveau, quoi. Je veux dire que pour les hommes, c'est quand même pas valorisant cette image-là, hein. Et on peut reprocher à beaucoup de féministes quand même d'avoir cette image-là et de un peu trop souvent mettre tous les hommes dans le même panier. Tous les hommes ne sont pas des violeurs. Tous les hommes ne sont pas des violents. Et heureusement qu'il y a des hommes qui rejoignent des associations pour défendre les femmes, pour demander l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est un combat. Tout ce qui est contre les femmes, c'est un combat qu'on ne peut pas gagner seulement entre femmes. Nous avons besoin des hommes, et ils sont nombreux, des hommes adaptés, nous avons besoin d'eux pour gagner ce combat, afin qu'ils respectent tout ça dans le monde de tous les jours, dans le monde du travail, dans le monde associatif, dans le monde public, etc. Le respect de tous. Au-delà d'ailleurs du cliché homme-femme. Donc les agressions sexuelles touchent tous les niveaux sociaux, culturels, voilà. Il n'y a pas comme les violences conjugales, il n'y a pas un milieu qui serait plus touché que l'autre. Ce n'est pas vrai. Le viol est un tabou, car dans l'imaginaire collectif, on considère que c'est quand même un peu la faute des femmes. Ce que je vous disais tout à l'heure, ah bah oui, mais elle n'avait pas qu'à lui sourire, elle avait qu'à s'habiller un peu plus long, etc., etc. Non. Le viol, il est commis parce qu'on a un violeur, pas parce qu'on a une femme qui va porter une mini-jupe. Ce n'est pas normal qu'un homme aille violer une femme parce que il a été excité par le fait qu'elle montrait ses jambes. Ce n'est pas normal. Les hommes ne sont pas des animaux. Alors, on va aborder maintenant les catégories de victimes et on va commencer par ceux qui sont souvent ignorés, c'est-à-dire les hommes, les violences sexuelles sur les hommes. Et pour faire ce travail-là, je suis allée lire l'enquête de l'INED de mai 2025 et c'est l'enquête numéro 633. Alors, évidemment, je me rappelle plus ce que c'est que l'INED. Ça s'écrit INED. Si vous voulez aller la voir, là j'en ai quelques petits morceaux, mais elle est vraiment super intéressante. Alors, les violences sexuelles sur les hommes existent. Voilà, c'est déjà bien de le poser, parce qu'il y a plein de personnes qui pensent que ça n'existe pas. Bien qu'elles soient 4 fois moins fréquentes que celles que subissent les femmes. En effet, les hommes sont moins exposés à l'âge adulte. La majorité des hommes victimes de violences sexuelles l'ont été pendant leur enfance. D'ailleurs, j'ai les chiffres un peu plus loin que je vais vous donner tout de suite pour le poser.
31% des hommes victimes de violences sexuelles l'ont été entre 0 et 9 ans, et ça se passe exclusivement dans la famille. 23% l'ont été entre 10 à 13 ans, et là ça se passe dans l'entourage proche de la famille. 28% l'ont été entre 14 et 17 ans, c'est plutôt à l'école, dans les espaces publics, dans les groupes d'amis, dans les loisirs. 9% l'ont été de 18 à 25 ans, donc il y a quand même des victimes à l'âge adulte, 9% entre 18 et 25 ans, et il nous reste 9% au-delà de 26 ans et plus. Pour les hommes, les auteurs sont majoritairement des hommes. 83% sont des hommes et 13% sont des femmes. Donc c'est quand même important. Donc, les hommes victimes perçoivent ces violences, évidemment, comme graves et marquantes. Mais comme les femmes, graves et marquantes. Graves parce que ça va les abîmer de façon définitive, et marquantes parce que toute leur vie va être impactée par ces violences. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir ce rapport, parce qu'on parle vraiment de la domination qu'a imposée l'homme agresseur, domination qui va rendre la victime vulnérable au fur et à mesure qu'elle va grandir. Alors il y a des hommes qui vont devenir extrêmement violents parce qu'ils ne veulent pas que ça se reproduise, donc ils seront violents. Et puis il y a des hommes qui risquent de répéter des situations où ils vont être victimes de harcèlement au travail, de violences conjugales, etc. etc. Alors, on a 3,9% des hommes qui, donc dans cette enquête-là, on va voir tout à l'heure que l'enquête de la Civise ne dit pas exactement la même chose. 3,9% des hommes qui ont été victimes dans leur vie donc, de violences sexuelles, et 14,5% des femmes. Alors les femmes victimes, donc on l'a dit, toutes les 7 minutes, une femme est victime de viol en France. Elles sont très exposées dans l'enfance, les femmes. Mais elles vont rester agressées à l'âge adulte, notamment donc dans le couple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le milieu professionnel, l'espace public, etc. Et dans 96% des cas, les auteurs sont des hommes. Alors lorsque les hommes victimes dans leur enfance deviennent adultes et qu'ils en parlent, ils sont plus facilement, plus régulièrement crus que les femmes. La majorité des femmes, elle fait toujours face à un certain déni de la société. Alors, maintenant, on va aborder les violences sexuelles sur les enfants. Et là, je vais prendre les chiffres de la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, donc la Civise. Je vais boire un petit coup, excusez-moi. Et c'est là où je vais poser tout de suite une définition du déni qui est d'Édouard Durand. Donc Édouard Durand est un juge des enfants qui a présidé la Civise et qui a mené une enquête sur plus de 35 000 personnes, je crois, en France, adultes évidemment, puisqu'il n'existe pas de chiffres, on ne peut pas questionner des enfants, des mineurs. Donc on a questionné des adultes qui, dans leur enfance, ont été victimes de violences conjugales. Voilà le travail de la Civise. Et il en a tiré un certain nombre de chiffres. Donc la définition du déni d'Édouard Durand, c'est celle-ci. Lorsqu'un groupe humain ne tolère pas la réalité, il crée une réalité alternative. Le passage de la première à la seconde et la persistance dans la seconde sont appelés déni. C'est-à-dire, je ne veux pas voir la réalité, la vraie là, donc je m'invente une réalité et je reste là-dedans. Et je ne veux surtout pas aller voir ce qui se passe dans la vraie. Je ne veux pas. Évidemment, c'est dur.
c'est douloureux. En plus, on a quand même beaucoup de victimes qui ne veulent pas l'avoir parce qu'elles n'acceptent pas d'avoir été victimes. Et ça, il ne s'est rien passé. Il y a beaucoup de déni qui est vécu par des victimes. Et c'est pour ça qu'elles ne sont pas soignées. Puisqu'elles n'ont pas été victimes, elles ne vont pas aller se faire soigner. Et ça, c'est bien dommage. Donc en France, voilà, ça c'est les chiffres qui sont peut-être un petit peu différents de ce que je vous ai donné tout à l'heure. Ben non, 14,5% des femmes, donc 3,9 millions de femmes, hein, et 1,5 million d'hommes, soit 6,4%. C'est là où on est un peu plus, hein, puisque sur l'INED, on est à 3,9%. Donc 3,9 millions de femmes, 1,5 million d'hommes ont été confrontés aux violences sexuelles avant l'âge de 18 ans, soit au total quand même 5,4 millions de personnes. Donc la Civise, à travers son travail de recueil des témoignages, elle a établi que en France, tous les ans, on a 160 000 enfants qui sont victimes de violences sexuelles. Et ça nous fait une agression toutes les 3 minutes. Donc une agression de femme toutes les 7 minutes, une agression d'enfant toutes les 3 minutes. Donc on a 75% d'auteurs qui sont un membre de la famille, 15% qui sont proches de la famille, amis, voisins à qui on confie l'enfant, etc. 11% des cas qui ont lieu dans un cadre institutionnel, donc l'école, l'église, le sport, etc. Et puis on a 5% des agressions sexuelles sur les enfants qui sont commises par un inconnu dans l'espace public. Voilà. Comme pour les femmes, l'inconnu dans l'espace public, c'est vraiment à la marge. Le danger, il est dans l'entourage familial et dans l'entourage proche. C'est pour ça qu'il y a du déni. On ne veut pas voir ces choses-là. Parce que ça remettrait en cause l'équilibre des familles. Mais il va falloir à un moment, il va falloir le regarder et il va falloir lutter pour que ça n'existe plus. Tant qu'on ne veut pas le voir, ça perdure. Et ça a de beaux jours devant soi. Donc il faut vraiment ouvrir les yeux et protéger les enfants et faire soigner les auteurs. Parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, ce sont d'anciennes victimes, pas toutes, hein, mais beaucoup sont d'anciennes victimes. Et s'ils sont pris en soin par rapport aux agressions qu'ils ont subies, ils ne récidivent pas. Donc pour 22% des victimes de violences sexuelles incestueuses, elles ont démarré avant l'âge de 5 ans. Donc c'est des tout petits. Les violences sexuelles sont répétées pendant des années, et là il y a quelques chiffres, hein, dans 86% des cas, les victimes ont subi plusieurs viols ou autres agressions sexuelles, déjà. Pour 51% d'entre elles, les violences ont duré plus d'1 an. Pour 25% d'entre elles, elles ont duré plus de 5 ans. Et pour 10% d'entre elles, elles ont duré plus de 10 ans. Donc c'est énorme, et c'est pour ça que c'est si ravageur. Hein. Déjà en soi, le viol, l'agression sexuelle, je vous l'ai dit, c'est une bombe à défragmentation. Ça fait tout exploser dans notre corps et notre psyché. Mais quand c'est répété comme ça, mais c'est un massacre, quoi. C'est un massacre. Alors les agresseurs, ils ont en commun de jouir d'une domination due à leur âge, à l'autorité qu'ils ont, à leur statut, à leur sexe. Donc domination qu'ils exercent sur les enfants. Et ils exercent cette même domination sur les femmes aussi. Donc c'est là où j'aime bien la pancarte de tout à l'heure, hein, si je te donne un coup de pelle, je fais pas du jardinage. Hein, si je te viole, je ne fais pas un acte sexuel. Je commets une violence innommable. Le viol, en fait, c'est une violence dont l'arme est le sexe de l'auteur. C'est comme ça qu'il faut voir le viol. C'est une violence avec arme. L'arme, c'est le sexe.
Donc pour en revenir à nos enfants, aux tout petits qui sont contraints au silence par l'auteur, hein, très très souvent, par la menace, de faire du mal à tes parents, à ta maman, ou par cette espèce de pression, mais toi t'es qu'un gamin, personne va te croire, regarde moi je suis un adulte, je suis médecin, ou je suis enseignant, je suis le frère de ton père ou de ta mère, voilà, le statut fait que personne va te croire. Donc cet enfant, il est réduit à rien du tout. La victime de viol, d'agression sexuelle, qu'elle soit adulte ou enfant d'ailleurs, elle est réduite à un état d'objet. L'auteur ne voit pas en sa victime un être humain, avec sa dignité, avec son cœur, son esprit. Il ne voit pas ça. Lui, il voit juste un objet dont qu'il va pouvoir dominer. Donc ces enfants, ils ne sont pas entendus la plupart du temps quand ils parlent. Ils ne sont pas entendus. Et des fois, ils ne parlent pas directement. Dans le film Les Chatouilles, Andrea Bescon, elle raconte ce qui lui est arrivé enfant. Et la petite fille qui joue son personnage, qui est violée par un ami de la famille, qui la reçoit régulièrement chez lui, à un moment, elle dit, donc ses parents lui disent, ben là pour telles vacances tu vas aller, alors je sais plus comment il s'appelle, tonton ou je ne sais qui, et la petite elle dit non. Et la maman lui dit, ah bah si, on peut pas faire autrement. C'est pas ça qu'il aurait fallu dire. Il aurait fallu dire, ah bon, je croyais que tu l'aimais bien, tonton, il y a un problème, pourquoi tu veux pas y aller, est-ce que tu as quelque chose à me dire, dis-moi pourquoi, tu peux me le dire, pourquoi tu veux pas y aller, pourquoi, c'est important pour moi que je le sache. Donc voilà, il faut questionner les enfants quand il y a des choses qui nous interpellent. Donc les adultes adaptés et non pédocriminels évidemment, hein, voilà. Après on a des adultes qui sont pas pédocriminels mais qui sont pas trop adaptés, hein. On va le voir. Parce que, par exemple, ils ne mettent pas un cadre d'éducation sain, équilibré, respectueux. Quand dans le cadre d'éducation, on a un cadre incestuel, qu'on laisse faire certaines choses, ou qu'on fait certaines choses, qui portent atteinte à l'intimité, mais de tout le monde en fait, hein. Par exemple, peut-être que je l'ai déjà dit dans la capsule précédente, dans les familles où tout le monde se balade à poil. Non, l'intimité c'est important. Mon corps est important, ton corps est important, donc on ne le montre pas à tout le monde, hein. Quand on a des gestes un peu trop intimes en présence des enfants, bien évidemment qu'un enfant il aime voir ses parents qui s'enlacent, qui se bécotent, évidemment, mais il y a un moment il faut mettre du cadre, on ne fait pas tout devant ses enfants, hein. L'adulte a son intimité et l'enfant a la sienne, il faut le respecter. Embrasser les enfants sur la bouche, bon, on le fait beaucoup quand ils sont tout petits, mais il y a un moment, il faut que ça cesse. Parce que ça aussi, ça fait partie d'un climat incestuel. Tenir des propos intimes devant les enfants, c'est comme les caresses ou les gestes un peu plus intimes dont je parlais il y a 2 secondes. On ne fait pas ça devant les enfants. Et puis surtout, on arrête de vouloir que les enfants disent toujours oui. Ah bah tiens, fais bisous à papy, à mamie. Si l'enfant il n'a pas envie, il n'a pas envie. Moi c'est pareil, hein, j'ai pas toujours envie d'embrasser tout le monde. Et je pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc un enfant il a le droit de dire non. Et puis juste dire coucou papy, coucou mamie. J'ai pas envie. Et puis après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller le questionner. Tiens, j'étais un peu surprise, t'as pas voulu embrasser grand-père, t'as pas voulu embrasser machin. Ça va quand même, c'est quelqu'un qui est pas gentil avec toi ou c'est juste parce que t'avais pas du tout envie. Voilà, c'est toujours l'occasion de discuter, d'aller creuser un petit peu, de vérifier que tout va bien, hein, et que s'il y a quelque chose qui ne va pas, on puisse intervenir. Donc il faut respecter le corps de l'enfant, c'est pour ça qu'il faut les rendre autonomes très rapidement, à partir de 6 ans, 7 ans mais au grand maximum, un enfant il doit prendre sa douche tout seul. Hein. Donc voilà, on les laisse grandir, on les laisse devenir autonomes,
et on leur donne confiance en eux et confiance en l'adulte aussi. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours que d'élever un enfant dans un cadre familial qui soit sécurisant. Qu'est-ce que je voulais vous dire avant? Oui, puis il faut aussi qu'ils apprennent donc à dire non, c'est-à-dire, ouais, mais tu dois m'obéir, etc. L'enfant, il a le droit de dire non aussi, il a le droit d'expliquer pourquoi. Et puis ici, effectivement, il est quand même préférable, notamment à table. Hein. Beaucoup de gosses, ils veulent pas manger ceci, pas manger cela. Bah, écoute, faut que tu goûtes. Faut que tu goûtes parce que c'est bon pour ta santé, tu peux pas manger que des cochonneries. Hein. Et puis quand on leur apprend à dire non, qu'on les écoute, qu'on les laisse légitimer leur non, c'est pas pour autant qu'on va agréer à leur non, parce que nous aussi on a un rôle d'éducation, donc on va expliquer pourquoi il faut faire ceci ou pourquoi il ne faut pas faire cela, et ce qui leur permettra plus facilement de s'opposer à un adulte qui leur fait du mal, ou en tout cas parce que ça va faire non à l'intérieur. Hein. Quand un enfant il est agressé sexuellement, ça fait terriblement non à l'intérieur. Mais la pression, la stature, l'incapacité à se défendre, un enfant il ne peut pas physiquement se défendre, on le verra, il est souvent sidéré comme un adulte, donc il n'est pas en capacité de, et après il a tous ces impératifs, c'est notre petit secret au mieux, allez tiens je te donne des bonbons, je t'emmènerai au cinéma la prochaine fois, ou si tu le dis, on ne te croira pas, enfin bref, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, si on apprend à un enfant à dire non, si on le respecte vraiment, eh bien, il aura plus de facilité à nous expliquer quand il se passe quelque chose qui ne lui va pas. Et nous, adultes, nous devons nous faire respecter de nos enfants. Un enfant qui arrive face à sa maman, pas quand ils ont 2-3 ans, parce que c'est souvent ce qu'ils font, hein, ils viennent, ils te palpent un peu les seins en bassin, pout, hein, c'est des gosses, quoi. Hein. Mais ça aussi, il va falloir que ça cesse. Un enfant de 8 ans qui le fait, non, il n'a pas à le faire. Et donc si nous, on lui apprend à respecter notre corps, en même temps, on lui apprend à respecter le sien et à le faire respecter. Donc il faut savoir écouter les enfants, il faut savoir comprendre aussi les messages indirects, hein, comme celui de la petite fille dans les chatouilles. Voilà, le questionner lors d'un propos qui nous perturbe, qui nous questionne. Et puis il faut le croire, il faut le protéger. Donc nous, les adultes, adaptés et non pédocriminels, on doit protéger les enfants. C'est vraiment important. On est tous concernés. Et c'est pour ça que je vais en revenir tranquillement aux grandes manifestations qui ont lieu là pour cette fameuse loi intégrale de protection des enfants. Il faut y aller. Il faut vraiment y aller. Parce que c'est à nous, le peuple, d'exiger que ces putains de lois changent et qu'on protège enfin les enfants. Désolée pour ma grossièreté finale, mais voilà, ça le mérite. Eh bien écoutez, j'ai été un petit peu long peut-être encore cette fois, oui. J'espère que ça vous a intéressé. Allez voir cette enquête là dont je vous ai parlé. Elle est vraiment passionnante. Et puis je vous dis à très rapidement pour une prochaine capsule. Et je pense que là on va parler du traumatisme de l'agression sexuelle. Ça va être difficile, mais c'est impératif de comprendre ce qui se passe dans la tête, dans le corps, dans l'esprit des victimes quand elles sont agressées pour réaliser à quel point nous devons briser le déni et l'omerta. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt. Au revoir.